Détruit, massacré, explosé, défoncé, pulvérisé, vaporisé. Je vous laisse choisir le terme qui convient, mais les décisions de Trump nous ont fait vivre une semaine épique comme on en vit une tous les 4-5 ans. La dernière fois qu'on avait pris aussi cher, c'était la période Covid, et on était à l'aube de découvrir le pétrole en dessous de zéro, les rues vides comme dans Walking Dead, les autorisations de sortie bidons et la chasse au PQ dans les grands magasins, tout ça pour finir en télétravail. Ensuite, le gouvernement avait sorti le chéquier et tout avait été oublié. Sauf que là, c'est un tout petit peu différent. Les gouvernements ne vont pas nous filer 10 balles chacun. Ils ne vont pas mettre la main à la poche. Elles sont vides d'ailleurs. Et les banques centrales ne vont pas forcément pouvoir nous aider puisqu'elles se retrouvent dans une situation qui est très compliqué. Une économie qui donne des signes de ralentissement et une inflation qui ne veut pas rendre les armes ne permet pas à Powell de faire ce qu'il veut. Il se retrouve dans la situation du chirurgien qui doit prendre une décision qui de toute façon aura des conséquences dramatiques pour la vie du patient. Et là, le patient, c'est nous, c'est l'économie, c'est les marchés boursiers qui ne savent plus où donner de la tête et qui ont peur de la suite, vu que cette semaine, nous sommes entrés en bear market un petit peu partout aux USA. On fait le point sur tout ça, sur Powell, sur Trump et sur les tarifs et sur le marché de l'emploi et sur quand c'est qu'il faut racheter. Vous êtes dans le Swiss Bliss, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 5 avril 2025. Et dire qu'on met, on va en plus nous sortir le Sell in May and Go Away. La bourse ou les bourses mondiales viennent de vivre leur pire crash depuis le Covid et cette fois, c'est même pas un virus chinois. Mais un virus qui vient de Washington et qui a une couleur de cheveux et de peau qui est plus que discutable. Le marché a plus ou moins fondu comme du fromage à raclette qui serait resté trop près du feu pendant trop longtemps. En 2 jours, bam, 6600 milliards de dollars évaporés. Et c'est pire si on regarde depuis l'investiture de Trump. Là, le chiffre grimpe à 11 100 milliards de dollars qui sont partis en fumée, vaporisés, disparus. Autant dire que les marchés ont pris une grande claque et que visiblement, c'est pas sûr que ce soit fini. Alors, pourquoi ce massacre? Bon, vous savez, hein, je vous apprends rien dans cette direction. C'est parce que Trump a balancé les hausses de tarifs douaniers dignes d'une guerre économique mondiale sans vraiment prévenir. Il nous avait dit, mais pas assez clairement. Des dizaines de pourcents dans tous les sens. Pour avoir les chiffres exacts, je vous renvoie à la vidéo du Morning Bull du 3 avril. Des taxes sur toutes les importations et des réciprocités immédiates qui sont arrivées vendredi depuis Pékin avec 34% sur les importations US. Réciprocités qui ont été qualifiées de panique du côté de Washington, de Trump, qui a coûté 5% de plus au S&P 500. Et les chiffres de cette fin de semaine font très mal. Le Nasdaq a donc plongé de 5,8% vendredi. Il est officiellement en bear market, à savoir en baisse de plus de 20% depuis les derniers tops. Le S&P 500 a perdu près de 6%, sa pire journée depuis 2020. Le Dow Jones s'est effondré de 2231 points vendredi, soit une baisse de 5,5%. Correction confirmée, plus de 10% de baisse depuis le top. Le Russell 2000 a chuté de plus de 25% depuis novembre, soit son pire démarrage d'administration de l'histoire. Et comme si ça ne suffisait pas, le VIX, l'indice de la peur, a explosé à 41%. Ce qui équivaut à tout le monde pète un câble, même si on avait quand même fait beaucoup mieux lors de la panique du carry trade au mois d'août dernier. Et puis, vendredi, on a eu les chiffres de l'emploi. Et là, on a appris que même les bonnes nouvelles, elles font flipper quand même. Plus de 128 000 nouveaux jobs ont été créés en mars contre 140 000 attendus. C'est bien. Le chômage à 4,2%, c'est moins bien, mais on s'en foutait totalement et on est principalement resté sur les 228 000. Et ça a au moins permis à Trump de faire un message sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils étaient trop forts et que le plan se déroulait sans accroc, comme prévu, mais en bear market quand même. Oui, parce que le marché voit ça d'un autre œil, tout à fait différemment. L'économie qui embauche plus Trump qui taxe égale inflation en embuscade et croissance en danger. Powell a donc tenté de rassurer, mais entre 2 tasses de camomille, il a quand même lâché que l'inflation pourrait ne pas être temporaire. Traduction, la Fed pourrait couper les taux. Mais pas tout de suite. D'ailleurs, oui, Powell, il a parlé vendredi soir, vous savez. Alors, il a dit quoi? Il était sur la scène d'un petit événement tranquille pour journalistes économiques à Arlington. Vous savez, ce genre d'événement où généralement on s'endort après 14 secondes de speech. Et là, il nous a sorti que l'économie américaine pourrait prendre une claque version stagflation. Ouais, ce mot qu'on pensait rangé dans les archives depuis les années 70. Croissance à l'arrêt, croissance molle, inflation qui monte, le cocktail le plus indigeste qu'une Fed puisse imaginer devoir gérer. Et pourquoi donc cette mauvaise humeur? Tout simplement, c'est la faute à Trump. Comme on sait que les deux hommes se haïssent cordialement, il fallait pas s'attendre à autre chose. Et Powell le dit d'ailleurs sans trembler. Enfin,
presque sans trembler, les hausses de tarifs vont être plus grandes que prévu et leurs effets aussi, plus d'inflation, moins de croissance. Et bam, encore, il reconnaît que l'inflation pourrait être temporairement boostée, mais que si ça s'éternise, on pourrait bien entrer dans une spirale compliquée. En gros, les prix montent, les boîtes serrent les fesses, l'économie ralentit et tout le monde commence à flipper. Et là où ça devient très subtil, c'est que Powell dit aussi que la Fed devra faire très gaffe à ce que les gens ne commencent pas à anticiper de l'inflation sur le long terme, parce que si l'idée s'installe que les prix vont continuer à flamber dans la tête du consommateur, c'est fini, c'est plié, la Fed perdra le contrôle. On est donc potentiellement à l'aube d'une espèce de panique cognitive économique, si on peut s'exprimer ainsi. Trump a donc appuyé sur l'accélérateur du protectionnisme, Powell voit le mur de la stagflation arriver, et la Fed est au milieu avec ses petits outils monétaires qui ne ressemblent plus à rien, et donc ils essayent de flinguer King Kong qui est en train de grimper à l'Empire State Building avec un arc et des flèches. Mais peu importe, pour l'instant, les mots de Powell de vendredi ont fait l'effet d'une piqûre de moustique sur le cul d'un éléphant et les marchés étaient désormais à 100% sur une baisse des taux d'ici le mois de juin. La question que tout le monde se pose dorénavant, c'est donc, et maintenant, on fait quoi? Bon, déjà, les stratèges, les analystes, les experts et tous les gens qui savent sont en alerte rouge. Clairement, le 10 ans américain est passé sous les 4% à 3,89, signe que le marché anticipe quand même une récession, en tout cas. Le 2 ans chute aussi à 3,67, plus vu depuis septembre dernier. Et puis, il y a Ed Yardeni, qui est un économiste très célèbre, pas forcément très drôle, mais très célèbre, qui n'est pas forcément le genre à paniquer, ni à faire un one-man show devant l'auditoire. Lui, il voit 45% de chances de récession. Goldman Sachs a aussi augmenté ses probabilités de récession. Bref, c'est génial. En résumé, plus de chances de récession, plus de chances de stagflation. Youpi! Et puis, surtout, Yardeni a assez bien résumé la semaine. Le marché a envoyé un message très clair à Donald Trump. Abat ton mur tarifaire ou on continue à te flinguer ta bourse. Reste à que Trump écoute le message parce que pour le moment, il n'en a rien à carrer et il continue de dire que c'est temporaire et que ça va cartonner ensuite. Chose relayée par le vice-président J.D. Vance également. Alors, comme le gouvernement français, on voit, il y a des manuels de survie en cas de guerre. Ils vous disent qu'en cas d'attaque nucléaire, il faut fermer les portes et les fenêtres. Je vais aussi vous donner un très bref manuel de survie du même genre sur les claques boursières. Tout d'abord, ne pas vendre pendant la panique. Le rebond viendra, sûrement, peut-être, mais sûrement pas si on vend tout maintenant. Ensuite, la diversification. Les valeurs défensives performent clairement mieux que les cycliques dans ce genre de moment. C'est un fait. Ensuite, résister à l'envie de traiter comme un fou, de devenir un trader et prendre un peu de recul, à moins d'être un spécialiste des bear markets. Même les pros se font brûler dans ce genre de méga volatilité. Garder du cash, c'est pour acheter quand ce sera vraiment les soldes. Et puis se souvenir que dans l'histoire boursière, le marché va toujours en haut à droite sur le long terme. Pas forcément en ligne droite, d'accord, mais le cap reste bon et reste le même. Et je peux vous raconter des dizaines d'histoires de capitulation qui ont été fortement regrettées 3 mois plus tard. D'ailleurs, à propos des 3 mois plus tard, si on regarde tout simplement l'historique du Nasdaq en bear market, en moyenne, ça dure 111 jours. Allez, 4 mois on va dire. Mais tech et small cap rebondissent souvent un tout petit peu après. Un exemple, le Nasdaq remonte en moyenne de 1,3% le mois suivant, de 7,1% sur 3 mois et de 12,9% sur 1 an après l'entrée officielle en bear market. Bref, ça saigne, mais c'est pas la première fois. Et si on a les nerfs solides et une vision un peu plus long terme que vendredi prochain, c'est peut-être maintenant que se plantent les graines du prochain rallye et ça tombe bien, c'est le printemps. Wall Street vient de vivre un choc thermique, on est tous d'accord. Trump a soufflé sur les braises avec ses tarifs. Powell tente d'éteindre le feu avec un arrosoir. Les marchés flanchent et l'investisseur moyen cherche son Xanax. Mais comme toujours, ceux qui résistent à la panique et qui gardent leur cap seront probablement ceux qui riguelleront le plus au prochain rebond. Alors oui, je le conçois, c'est moche, mais c'est dans ces moments-là que se construisent les plus belles histoires boursières. Et d'ailleurs, dans le reste du monde, on a fait plus ou moins que suivre Wall Street toute la semaine et mesurer les conséquences des droits de douane. La Suisse se prend un 31% de taxes et personne n'est vraiment capable d'expliquer où et comment les Américains ont réussi à trouver un chiffre pareil. Mais le gouvernement pense qu'il est important de ne rien dire, de ne rien faire et de faire comme si on n'avait rien entendu. Les 7 sages sont donc plus proches des 3 singes que d'autres choses pour le moment. Et puis Parmelin doit encore être en train de traduire les annonces de Trump avec ChatGPT. Ailleurs en Europe, bien sûr, c'est la révolution. Von der
truc et Macron, le power couple européen, sont en train de sonner la rébellion et encouragent les 450 millions d'Européens à s'unir pour lutter contre le grand Satan américain. Il ne reste plus qu'à qu'ils arrivent à communiquer entre eux et qu'ils se sentent européens plus que français, allemands, hollandais, italiens, espagnols. Et puis, Macron encourage à ne plus rien investir aux USA, à être patriote, à ne plus rien donner aux Américains. Pour un gars qui a vendu les fleurons de l'industrie française aux ricains, il n'y a pas si longtemps que ça, on est assez proche d'un foutage de gueule classe mondiale. Mais là n'est pas le sujet. L'Europe a pris cher cette semaine, la Suisse aussi, et les chiffres économiques peuvent bien raconter ce qu'ils veulent. Le seul et unique sujet de la semaine, c'est l'impact final des tarifs douaniers. Et ça, c'est pas encore très clair. Et tant que ça ne sera pas très clair, il faudra pas sortir les mains du carrousel, sinon pas de bras, pas de chocolat. Ah oui, puis au milieu de tout ça, on va pas oublier quand même qu'en Suisse, l'inflation est restée stable en mars, comparé au mois précédent. En glissement annuel, le CPI en Suisse est grimpé à 0,3%, comme en février. Et puis la situation sur le marché suisse de l'emploi est demeurée stable en mars. Le taux de chômage est resté sous la barre des 3%, à 2,9%. Par contre, les droits de douane américains font augmenter les incertitudes selon le SECO. C'est des visionnaires, c'est impressionnant. Je ne suis pas certain que ça change grand-chose, mais bon, au moins, je vous l'aurais dit. On attaque tout de suite les performances de la semaine. Alors, vous voyez dans la colonne hebdomadaire qu'il y en a un qui s'en sort cette semaine, c'est le Bitcoin, et pas de beaucoup, 0,74% de hausse. La Chine limite la casse, encore une fois. L'or ne perd qu'1,3%, mais même l'or a un prix pour son grade. Et puis derrière, eh bien, vous avez autrement l'Ibex, l'Espagne qui perd 6,67, le Dow Jones 7,86, le DAX 8,10, le CAC 8,10, le Nikkei 9%, le SMI quasiment 10%, le Nasdaq 10%, et puis derrière, vous avez le champion du monde, le Semiconductor Index qui abandonne 16% sur la semaine. C'est un bain de sang total. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi du comment, on vient d'en parler pendant 12 minutes. C'était une sale semaine et on n'a pas fait de prisonniers. Et vous allez le voir d'ailleurs dans les vedettes de la semaine qu'il n'y a pas grand-chose à dire puisque c'est simplement tout le monde qui s'est fait tirer dessus. C'était une panique totale et on a juste tapé sur tout ce qu'il y avait à vendre sans réfléchir plus longtemps. On a réduit les positions, on a fait du cash pour au cas où ça devait baisser encore 2 semaines. Et puis les gens sont devenus extrêmement prudents. Bref, sale semaine, très très rouge sur la semaine, pas terrible sur le mois comme vous le voyez. On a encore un peu de vert sur le year to date. Sur un an, ça va. Finalement, on se raccroche au fait que sur 3 ans, c'est pas si mal que ça. Et puis alors en Suisse, sur la semaine, il y a Swisscom qui gagne 0,97% sur la semaine. Heureusement parce qu'eux, ils n'exportent rien aux États-Unis. Forcément, vu les tarifs qu'ils ont, il n'y a personne qui veut bosser avec eux. Et puis autrement, vous voyez Richemont, moins 14,24%. La raison, les taxes douanières, la Chine, tout ça, blablabla. ABB, pareil, 12,59, les taxes douanières. Holcim, pareil, 11,23, les taxes douanières. Logitech, champion du monde des taxes douanières en Suisse cette semaine, moins 22%, parce que forcément, leur structure à eux les oblige à travailler des deux côtés, donc ils se font démolir des deux côtés. Zurich, moins 9%. Ça, c'est plus un effet marché global. Les assurances ont pris un peu moins cher que le reste parce que globalement, c'est des gros gérants de portefeuille. Donc, quand les marchés baissent, ils prennent aussi. Novartis, moins 6,7%. Suisse Re, moins 8,48%. Roche, moins 11,76%. Roche qui a aussi subi le downgrade de Goldman Sachs durant la semaine. Le downgrade de Target uniquement. Lonza qui perd 8,81%. Et puis après, ça continue. Partners Group, gestionnaire de fortune, moins 16,80. Kuehne+Nagel, moins 12,65. Enfin bref, l'UBS, moins 16,75. Oui, les banques qui vont plus jamais gagner d'argent, les pauvres. Si jamais on va ouvrir un compte CCP pour compenser un petit peu. Bref, c'était le bain de sang généralisé. Il n'y a pas d'autre justification et pas d'autre explication dans tout ça. Je vous fais un point technique, mais franchement, je ne suis pas sûr que ça serve à quelque chose aujourd'hui. Donc vous voyez clairement que c'est un bain de sang total. Regardez ce qu'on a fait en Suisse depuis le début, depuis fin décembre. À Noël, grosso modo, on a commencé à remonter, on était à 11 248. Entre Noël et aujourd'hui, il y a quelques semaines en arrière, on était quand même remonté à 13 000 avec une force relative impressionnante. Et puis en l'espace de, 2 semaines, tout est effacé quasiment. On est à 11 648 en clôture. La clôture du SMI la semaine dernière, vendredi soir, est complètement débile. Il n'y a pas d'autre terme, mais c'est-à-dire un vent de panique total. Maintenant, la grande question, c'est où est-ce qu'on va s'arrêter? Est-ce qu'à un certain moment, les tarifs douaniers vont arrêter d'avoir un impact sur le marché? Ça, c'est la grande question de la semaine, évidemment. Je n'ai pas la réponse, mais si je vous montre le reste des charts, c'est exactement la même histoire. Alors, on commence par le S&P 500. Voilà, y a un truc en finance, on dit « never catch a falling knife ». Ça, c'est un falling knife. Vous voyez, le couteau, il est en train de tomber.
Donc maintenant, on va avoir, pour qu'il arrête de tomber avant de commencer à racheter. Et puis on ne sait pas si on va avoir un V-shape recovery comme on a eu souvent, comme on a eu ici par exemple, pendant la crise du carry trade à l'époque, ou alors ce qu'on a eu quand on a eu le Covid à l'époque. Je ne sais pas si je l'ai sur le graphique ici, hein, ça commence à faire longtemps. Oui, voilà, on a encore la crise du Covid. Vous voyez la crise du Covid ici. Hop, un V-shape recovery. Ben, c'est un peu la même question aujourd'hui. La seule question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que réellement on peut espérer avoir un V-shape recovery dans cet environnement, parce que la problématique n'est pas juste temporaire. Il va falloir gérer cette application des tarifs douaniers. Et la seule chose qui nous rassure, enfin, je ne sais pas si ça doit nous rassurer, c'est le fait que Trump est super confiant sur le fait que ça va être positif pour le marché. Et ensuite, ça va rebondir. Bon, après, on espère qu'il est fort en investissement. C'est une autre réflexion. Mais voilà, le chart ne ressemble à rien. Je ne vais pas vous trouver des points de support, mais on va dire que par rapport aux derniers endroits où on s'est arrêté, bah là, on est en train de tester les plus bas sur les 5000. Là aussi, on a un point bas. Et puis alors, si on va chercher un peu plus loin sur le S&P 500, j'en parlais dans le Morning Bull, je crois, hier. Si on va chercher un petit peu plus loin, en weekly chart, eh bien, on va se retrouver avec les moyennes des 200 semaines. Alors, on parle beaucoup déjà des exagérations de la moyenne des 200 semaines qui nous amènerait grosso modo à 4672. C'est là où elle passe, la ligne verte. 200 semaines. Donc, on pourrait aller faire des excès jusqu'ici. Et vous voyez, pendant le Covid, on a déjà fait des excès juste en dessous avant de remonter. Alors, celle-ci, si on va chercher sur long terme, bien, on voit que quand même, c'est difficile de voir des périodes où on reste très très longtemps en dessous de la moyenne mobile des 200 semaines. On a vécu une période un peu compliquée entre 2008 et 2009, mais les raisons étaient quand même bien différentes de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus trop paniquer de manière excessive sur cette situation-là à l'heure actuelle. Donc on va surveiller ça attentivement et voir quand c'est que ça va commencer à s'arrêter de tomber, quand c'est que le couteau va arrêter de tomber. On passe rapidement sur le Nasdaq. Vous voyez, le Nasdaq est entré en zone de bear market, hein, donc ça s'est plié. On voit très clairement, là on est toujours en weekly, on va revenir en daily. Si on regarde le Nasdaq, eh bien, comme vous pouvez le voir, on est revenu sur les bas, les extrêmes bas de l'été passé. Ici, donc voilà, on est revenu sur les points du carry trade exactement, quasiment. Donc maintenant, est-ce qu'on va réussir à se renverser maintenant? Il faudra trouver des justifications. On voit ici que c'est pas encore très évident au niveau des indicateurs. Donc on est peut-être encore dans une phase où on peut encore avoir quelques ventes, sachant qu'il suffirait que Trump la ramène pour faire baisser encore plus le marché. Mais il y a un graphique qui est plus inquiétant que les autres, c'est lui. C'est le SOX, le Semiconductor Index. Alors lui, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. On était quand même à 5934 juste avant la crise japonaise. On est descendu durant la crise japonaise chercher les 4275 et puis on est remonté après à 5493. Et depuis, eh bien, on est redescendu à 3597. Et je dois vous avouer que quand vous regardez le graphique, il n'y a juste plus rien qui pourrait espérer arrêter le Semiconductor Index à la baisse. Vous voyez qu'on est en train de casser des tendances qui sont très très inquiétantes et qui remontent à très très longtemps. Donc voilà, la grande question, quand on regarde ça, quand on regarde juste le graphique, techniquement ça ressemble plus à rien. Par contre, ce qui est assez intéressant à observer, c'est que fondamentalement, on a presque l'impression que ça veut dire que finalement, plus personne ne va jamais acheter de semi-conducteurs, plus personne va investir dans la technologie, et plus personne va acheter de trucs où il y a des chips à l'intérieur, parce que franchement, c'est complètement surfait. Alors, vous êtes tous conscients du fait que ça ne se produira pas, donc il faudra se poser des questions, et j'y reviendrai tout à l'heure au sujet de l'intelligence artificielle. Alors, partez pas, parce qu'un peu plus tard dans la vidéo, je vais revenir sur le sujet un tout petit peu. Le DAX, c'est pareil, toujours pas atteint la tendance de fond, mais vous voyez que la claque entre le top et aujourd'hui, eh bien, c'est monumental. Le CAC 40, c'est retour à la dissolution de l'Assemblée nationale, quasiment. On est de retour à 7200 sur le CAC. Alors, techniquement, là aussi, il n'y a rien à dire. Fondamentalement, il n'y a rien à dire. Tout se fait massacrer, donc on ne va pas chercher la petite bête. Ce qui est assez intéressant, c'est quand vous regardez simplement au niveau des médias. Hier, je regardais à la télévision le journal de, je ne sais plus, 20h en France, sur TF1. Et alors, ce qui est exceptionnel, c'est que vous regardez à la télé et vous avez des émissions qui vous disent « Attention, à cause des tarifs douaniers, Wall Street est en train de paniquer, le Nasdaq perd 5%. C'est la panique aux États-Unis, c'est la panique sur les marchés boursiers aux États-Unis. »
Pas un putain de mot, excusez-moi, mais pas un putain de mot sur le CAC 40 qui vient de perdre quasiment 1500 points. C'est exceptionnel comment on arrive vraiment à faire le tri au milieu des news pour dire « Ah non, chez nous, il se passe rien, par contre, aux États-Unis, c'est le bordel. » L'or, lui aussi, on a pris les profits, on avait l'impression quand même que pendant un moment, on n'a pas beaucoup baissé, mais on avait quand même l'impression que sur l'or, tout le monde était en train de se dire « Ah bah non, on se met tous cash, parce que de toute façon, après, il n'y aura plus jamais rien, le monde va s'arrêter de tourner. » Et puis alors, la bonne nouvelle de la semaine, ça c'est pour l'essence, hein. Je vous disais il y a quelques temps que le pétrole était dans une situation de triangle avec une sortie possible à un moment donné. On avait tenté la sortie ici, tenté la sortie là. Chaque fois, on avait réintégré. La question, c'était à quel moment et dans quelle direction on allait sortir. On sort par là, vous le voyez très clairement. Donc, grosse claque sur le pétrole. C'est pas forcément un bon signe pour la croissance économique, mais c'est en même temps exactement ce que voulait Trump pour aussi baisser l'inflation et soulager les ménages par rapport au prix de l'essence aux États-Unis. Donc finalement, c'est une partie de son plan, comme il l'a mentionné cette semaine, qui est en train de se dérouler sans accroc. Le pétrole est en baisse. Alors c'est un indicateur économique qu'on n'aime pas voir dans ce genre de situation, parce que ça veut dire que l'économie ne va pas très très bien. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, au niveau du plein d'essence, ça devrait être positif. Enfin, pas nous en Suisse, parce que quand en général ça baisse, les prix de l'essence, on dit oui, mais tu comprends, j'ai acheté des stocks très très chers. Alors d'abord, j'écoule les stocks très chers, puis après, vraiment, j'utiliserai les stocks moins chers. Et puis les stocks moins chers, ça arrive jamais. Enfin bref, c'est notre histoire. Le pétrole a cassé à la baisse. Et aujourd'hui, on se traite à 61,99 sur le WTI. Et on termine avec le Bitcoin qui ne fait rien, mais il a le mérite de ne pas baisser au moins cette semaine. Et puis alors, il y a pas mal de gens qui commencent à dire que finalement, vu la situation aux États-Unis, vu les tarifs douaniers, vu l'agressivité de Trump, peut-être que le Bitcoin devient finalement l'alternative au dollar et que ce serait peut-être pas mal d'en avoir un petit peu à la place de son dollar dans son portefeuille. On passe aux vedettes de la semaine. Alors, il n'y a pas grand-chose sur les vedettes de la semaine puisque tout le monde a pris pour son grade. Alors, on commence tout de suite avec Lonza qui a tracé une frontière très claire entre son cœur de métier et ses activités d'encapsulage, ainsi que les compléments alimentaires qui sont groupés sous le nom CHI, Capsule and Health Ingredient. Donc en gros, ils ne font pas de secret, ils voudront faire un spin-off à un moment donné. La direction a été confiée à Jean-Christophe Hiver et CHI doit continuer de fonctionner sous sa forme actuelle jusqu'au moment donné où ils vont nous la séparer et vont nous la mettre en bourse. Alors bien évidemment, quand vous regardez la photo finish, eh bien, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Ça ne change rien, l'annonce qu'ils ont fait ne change rien. On est revenu au fond du bac sur Lonza, on est au bas de ce range latéral, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Mais encore une fois, l'aspect technique cette semaine, je crois qu'on peut s'asseoir dessus parce que ça n'a pas grand sens d'en parler vu que les marchés sont en mode complètement paniqué. Chez Novartis, c'est Novartis qui est très peu concerné par les nouveaux droits de douane parce que pour le moment, les médicaments ne sont pas concernés. Ils ont obtenu une autorisation auprès de la FDA, un processus d'homologation accéléré pour le Vanrafia, qui est un traitement pour la néphropathie, une maladie rénale auto-immune, donc c'est une bonne nouvelle, mais là aussi sur le graphique, ça n'a strictement rien à voir, puisque vous voyez, en fin de semaine, on n'a pas fait de prisonnier. Entre l'annonce de cette approbation de la FDA, où elle était autour des 100 balles, on finit à 92, donc ça n'a rien à voir avec les fondamentaux, ça a juste à voir avec les tarifs douaniers, mais encore une fois, les tarifs douaniers peuvent entraîner un ralentissement de l'économie, mais ça ne devrait pas impacter les chiffres d'affaires de Novartis, puisque pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, il n'y a pas de rapport de cause à effet entre les deux. Il n'y a pas de taxe supplémentaire sur les médicaments. Affaire à suivre, bien entendu. Et puis, troisième et dernière vedette de la semaine, c'est Logitech qui sont touchés de plein fouet, comme je vous disais tout à l'heure, sur les nouvelles taxes du fait de leur structure et de leurs activités, avec une production en grande partie en Chine et une importante part des ventes aux États-Unis. Eh bien, le titre s'est fait littéralement massacrer. Vous voyez, le graphique se passe de commentaires. C'est aussi là un falling knife assez violent. On avait commencé à sentir un peu le vent du boulet il y a quelques semaines, mais on est quand même passé de nouveau, encore une fois, de 95 à 69 sur Logitech. Encore une fois, c'est notre tech suisse qui a une volatilité monstrueuse, mais vous voyez qu'en l'espace de quelques jours, on va dire que quelques semaines, on a effacé quand même quasiment, quasiment 6-7 mois de performance sur Logitech. Là aussi, il faudra voir un petit peu si on n'est pas en train de peindre le diable sur la muraille de façon excessive. Alors, je pourrais vous présenter plusieurs vedettes de la semaine qui ont publié des choses relativement importantes, bien que ce ne soit vraiment pas la semaine où ils ont choisi pour annoncer des choses très importantes. Mais je voulais surtout faire le point sur le fait qu'on est en mode panique, on est en mode désespoir et qu'aujourd'hui, les gens veulent juste se barrer. Alors, je voulais juste faire un tout petit peu le point sur ça. Je vais arrêter le sujet des vedettes de la semaine et je vais faire juste
une réflexion. Parce qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que cette semaine, il n'y a pas eu véritablement de vedette, parce que dans ce genre de bain de sang mondial, personne ne s'en sort vainqueur. Si on regarde factuellement parlant, les pharma sont pas trop impactés par les droits de douane, comme je vous le disais avant, mais pourtant Roche perd 12%, Novartis quasiment 7%, tout comme les semi-conducteurs qui sont pour le moment exempts de tarifs douaniers, mais qui baissent parce que c'est trop d'incertitudes pour eux. En résumé, cette semaine aura été destructrice pour tout le monde, même si les victimes n'étaient pas vraiment concernées par les droits de douane. On est dans une vague de peur de récession, peur de stagflation, peur d'une guerre commerciale mondiale généralisée, mais malheureusement, on n'a pas encore toutes les réponses, et tant que l'incertitude l'emportera sur l'espoir et l'optimisme, je vous le cache pas, ça sera pas simple. Prenez par exemple juste l'IA. Depuis l'annonce des nouveaux tarifs douaniers de Donald Trump, le retour du shérif, c'est l'hémorragie sur les valeurs technologiques, et en particulier sur les stars de l'intelligence artificielle. La moindre boîte qui est mêlée de près ou de loin à l'IA s'est fait défoncer à coup de moins 40, moins 50%, parfois même en moins de 2 semaines. Nvidia, AMD, ASML ou ARM, toutes se sont fait rincer comme si on était en 2001 et que l'IA, c'était le nouveau systematicalloser.com. Et comme d'habitude, tout le monde surréagit. On entend que c'est la fin du game, que la bulle a éclaté, et que là, même l'IA, c'est surcoté. En gros, en janvier, l'IA allait révolutionner le monde, et 3 mois plus tard, on se demande si on va encore vraiment avoir besoin d'intelligence artificielle en 2025. Non mais sérieusement ? Sérieusement ? Moi, je pense juste le contraire. Je pense que ce genre de correction, c'est précisément l'opportunité qu'on attendait, parce que le narratif ne change pas en 3 mois, parce que l'économie ralentit peut-être, mais pas l'innovation, et surtout parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel directement, mais ils ne se déracinent pas non plus à la première bourrasque commerciale. Mais est-ce que ça veut dire que les entreprises qui développent les bases du monde de demain vont s'arrêter de bosser, que Microsoft va annuler ses investissements dans OpenAI, qu'Amazon Web Services va désinstaller ses serveurs GPU, que Google va dire à DeepMind on met la clé sous la porte, parce que Donald il veut faire jouer avec les droits de douane, alors on arrête. Non, on sait tous que non, évidemment. L'IA, c'est pas une mode, c'est un shift technologique aussi majeur qu'Internet en 1995 ou que le mobile en 2007. On est encore au balbutiement, les modèles deviennent de plus en plus puissants, les cas d'usage explosent, les investissements sont stratosphériques, on l'a vu et on le redit encore. Et on va arrêter tout ça parce que les semi-conducteurs coûtent 12% plus cher à cause d'une taxe. Si on prend un tout petit peu de recul, la baisse actuelle est purement technique. On sort d'un rallye de 18 mois et les valeurs IA qui avaient tout simplement trop monté trop vite, on reprend les profits dessus. On retrouve aujourd'hui des niveaux de valorisation bien plus raisonnables. Certaines boîtes qui se payaient 30 fois les ventes sont revenues à 10 ou 12. Pas encore vraiment les soldes, mais déjà beaucoup plus sexy. Et en face, la demande, elle reste intacte. Les budgets IT des entreprises en 2024 montrent clairement que l'IA reste la priorité numéro 1. Les outils comme Copilot, ChatGPT, Gemini, etc. deviennent incontournables dans le quotidien professionnel. Vous le savez, on n'enterre pas une révolution technologique à cause d'un tweet de Trump ou d'un tarif à 10%. Ce genre de crise, c'est du bruit. Et ce genre de bruit, c'est là qu'on commence à réfléchir à acheter pendant que les autres sont en train de paniquer. On a vu le film 1000 fois et le final, c'est toujours le même. Les gagnants, c'est ceux qui gardent la tête froide quand le marché pète les plombs. Alors non, l'IA n'est pas morte, elle digère. Et pendant que tout le monde vomit sur les techs, il faut commencer à réfléchir. Parce qu'un secteur qui a déjà changé le monde et qui est désormais 40% moins cher qu'il y a 3 mois, ça s'ignore pas. Ça se rachète. L'IA va pas s'arrêter, les semi-conducteurs vont pas disparaître, l'automatisation des entreprises ne va pas faire marche arrière, bien au contraire, tout ça ne fait que commencer. Alors oui, ça peut encore remuer, ça peut encore secouer, mais dans 2-3 ans, quand on regardera les cours de Nvidia, de ServiceNow, de ARM, de AMD, d'ASML, on se dira « Ah ouais, c'était pas vraiment une baisse, c'était plutôt une invitation. » Alors vous me direz, mais de quoi il parle l'autre là? Au milieu du Swiss Bliss, il vient nous parler d'IA et il a grillé un fusible? Non, j'ai pas grillé un fusible. Tout d'abord parce que ça fait longtemps que j'ai plus de fusible, mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est que dans ce genre de baisse, il y a des situations qui frisent l'aberration parce que nous ne sommes plus capables de réfléchir dans la panique. C'est normal, c'est humain, c'est la panique. Mais là, c'est souvent là que sont les meilleures affaires. Alors oui, ça peut encore secouer une semaine, un mois, mais à un moment, on se rendra compte que les chiffres sont pas si mal, que Roche vend encore des médicaments, que Nvidia est encore indispensable et tout pourrait redevenir normal.
et on se demandera même pourquoi on avait autant paniqué en avril 2025. Si vous regardez sur les charts du passé, on a vu le Covid tout à l'heure, c'est largement oublié sur le graphique. Donc j'essaie juste de prendre un peu de recul et de pas trop écouter le bruit de la panique, et j'essaie de me projeter un peu plus loin que demain matin. Non, parce que j'étais là en 2001 quand on disait que Google c'était de la merde, qu'Apple allait faire faillite, qu'Amazon c'était une daube de première catégorie, et je peux vous dire que les argumentaires des mecs de l'époque, ça tenait plutôt bien la route. Ah voilà, je pourrais continuer des heures à vous raconter ma vie, mais il faut aussi que j'aille allumer le barbecue. Donc si ça vous dit, je vous ferai une vidéo sur mes meilleurs souvenirs des marchés pourris depuis 35 ans. Dites-le moi si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire, et je vous ferai ça aux petits oignons. Bon allez, c'est pas tout, mais on passe au en vrac de la semaine. Alcon va lancer mardi prochain un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 750 millions de dollars, et qui va durer jusqu'à mars 2028. Le fabricant bernois de composants et de machines pour l'industrie automobile Advaltech a confirmé avoir creusé ses pertes en 2024. En raison des difficultés dans le secteur automobile, les actionnaires devront renoncer une fois de plus aux dividendes. Et vu ce qui se passe, ça risque pas de s'améliorer tout de suite. Neuron a dégagé un premier bénéfice annuel en 2024 et compte lancer une étude décisive sur son traitement expérimental contre la schizophrénie avant mi-2025. Un projet de cotation outre-Atlantique est aussi à l'étude. Le groupe bancaire Valartis a enregistré un bénéfice de 8,1 millions de francs suisses en 2024 contre une perte de 6,5 millions précédemment. Ses actionnaires sont toutefois invités à faire l'impasse sur tout dividende. Schindler a remporté un appel d'offres sur 20 ascenseurs et 40 escaliers mécaniques, ça rigole pas. Et ces équipements sont destinés à 8 stations du métro aérien à Vancouver. Le conglomérat ABB a vendu à la ville de Zurich un terrain constructible de quelques 25 500 m² situé à Oerlikon. L'opération générera un gain opérationnel avant impôt de l'ordre de 120 millions de francs suisses. La Banque cantonale, pour terminer, la Banque cantonale de Genève appellera ses actionnaires à valider un split de 1 pour 10 sur son action. L'opération doit faire passer la valeur nominale du titre de 50 à 5 francs suisses, avec pour objectif affiché et annoncé de le rendre plus accessible à un plus grand nombre d'investisseurs. Comme ça, on pourra aller faire du trading sur la Banque cantonale de Genève. Voilà, nous sommes le 5 avril et on sort de l'essoreuse à salade et c'est pas sûr que ça soit terminé. La semaine prochaine, on va parler négociation et inflation puisqu'il y aura le CPI et le PPI aux States. Et pour le reste, on va se connecter sur Radio Trump et voir ce qu'il nous réserve. Passez un excellent week-end, reposez-vous parce que vous allez en avoir besoin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. Et la semaine prochaine, on passera les 50 000 followers, je vous le promets. Nous, on se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live et pour une nouvelle semaine dans le monde merveilleux de la finance. À lundi. Bye bye.